Ouh. Salut mes bouineurs et bouineuses en nombre limité. Aujourd'hui, on va aborder toutes les petites choses un peu chiantes. Adaptation de faisceaux, de capteurs et autres. On va voir ça au fur et à mesure. Je vous cache pas que pour un souci de timing, j'ai fait ça hors caméra. C'était long, très long. Je préfère vous faire un petit briefing de ce qui a été fait. Par la même occasion, on va en profiter pour parler des vapeurs d'huile. Rien de bien compliqué, mais bon, la petite explication comme d'hab théorique qui va avec. Notre cylindre, notre bielle, vilo, notre bloc, notre carter d'huile. La chose qui va se passer, c'est qu'avec la montée en température de notre véhicule, toute l'humidité présente ici va avoir pour effet de s'évaporer. En même temps, l'huile également, en montant en température, va également s'évaporer. D'ailleurs, un petit clin d'œil à nos possesseurs de moteurs tournant à l'éthanol. Pareil, le carburant qui arrive à passer au niveau de la segmentation finira dans le carter d'huile et à terme, le mieux, c'est que ça s'évapore aussi. Surtout l'éthanol. Le gasoil étant relativement gras. Mais c'est un des petits points négatifs qu'on peut reprocher à l'éthanol. Si vous montez jamais votre véhicule suffisamment en température, l'éthanol va s'accumuler avec votre huile. Et étant relativement sec tout de même, c'est un coup à faire perdre en lubrification tout simplement votre huile. C'est un des petits points qu'on peut lui reprocher tout de même. On va rester sur notre bon vieux mazout. Tout ça s'évaporant, sans compter le fait est que si vous avez un moteur un peu fatigué au niveau de la segmentation, toute la compression de la chambre de combustion, la culasse, va passer au niveau de la segmentation pour monter en pression le carter, ou tout ce qui touche du moins le bloc en point bas. Tout cet excès de pression, ainsi que les vapeurs qui elles-mêmes vont faire que la pression va augmenter naturellement, va falloir qu'elle s'échappe. En général, on trouve ça en point haut. Ça peut être sur des endroits, peu importe, selon les modèles, les motoristes et j'en passe, quelque part sur la culasse ou le cache-culbut. Dans notre cas, le désuileur, on l'a déjà vu par le biais d'autres vidéos, cette chose, d'accord? Dans le cas où clairement, nous les vapeurs, on va les rediriger complètement, je me suis fabriqué un petit système, je me suis servi de ceci comme gabarit, tout simplement. D'ailleurs, c'était un vortex. Je vous ai dit, si vous souhaitez conserver ce genre de choses, mettez-y un filtre. Le vortex, surtout si vous avez un moteur fatigué et surtout si vous rejetez ça dans le moteur, filtre. Ceci étant dit, on va rediriger ces vapeurs, comme je vous en avais fait part lors d'une vidéo. La zone choisie serait au niveau du réservoir de liquide de frein, sous le cache de filtre habitacle côté gauche. Ça, c'est à terme. Fabrication de oil cache can fait maison. Ça reste encore en cours d'étude et on verra ça surtout sur le véhicule. Donc voilà la petite explication pour nos histoires de vapeur. Et tout ceci quand c'est rejeté dans l'admission, à l'entrée du turbo. Et bien surtout quand vous avez un moteur fatigué avec une segmentation douteuse, la forte pression va faire que ça va rejeter fortement soit les vapeurs et même assujetties, l'huile elle-même. Donc pour s'éviter tous ces tracas, à même titre que les gaz d'échappement du recyclage,
le GR. On dégage tout ça. Du coup, vapeur, c'est bon. On va aller voir un peu ce que j'ai trafiqué sur notre bon vieux M57. Bien. On se retrouve côté échappement. Donc ici, pas grand-chose niveau nouvelle. Hein. J'avais remis juste une plaque vu que j'ai remis une suppression EGR digne de ce nom. Dans le kit, il y avait un petit joint dédié pour l'échappement avec la petite plaque qui va bien. Donc j'ai remis ça neuf, si je puis dire. À ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Nos vapeurs d'huile redirigées. Alors ici, c'est compartimenté. On a la partie, entre guillemets, évacuation, où on avait notre tuyau qui venait ici. Bah, c'est celui tout simplement des biturbos, au même titre que notre cache culbu, qui se rebalançait au niveau de l'admission. À savoir que sur les biturbos, on a la boîte à air. Oh la chance. Boîte à air, des bimètres, ça descend, nos vapeurs d'huile qui se rebalancent dedans, et notre biturbo qui se trouve dans les parages. Un point haut, un point bas, je ne sais plus exactement, mais bon. Passer en single, les amis. Bref, ceci étant en plaque inox, de la visserie récupérée bah, tout simplement de tout ce qui est cache moteur, hein, pour ceux qui auront remarqué. Tuyau EGR récupéré tout simplement à la base initialement parti pour être en diamètre 20, comme ceci, Drift Shop, entre 25 et 30 balles. Ça me faisait chier de racheter une durite de silicone à 25-30 balles, en sachant qu'on était en diamètre 20. Là, on passe en diamètre 25. Ceci est un tuyau de remplissage de lave-glace qui se trouve quelque part par là, normalement, avec son petit bouchon noir, avec le petit logo lave-glace. Rentrée à fort. Un petit joint torique en bout. Donc, normalement, ça devrait pas bouger. Surtout, en plus, je vais le brider une fois terminé mes conneries par ici. Donc ça, à mettre dans les pièces à remonter une fois moteur en place. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre également? Le faisceau d'allumage. Sachant que les injecteurs ont été changés, les prises n'étaient pas les mêmes. Mais, au niveau de notre faisceau, cette prise-là, pour notre DDE, était obligatoire. Donc, après, ce qui est bien dans les préparations comme ça, c'est que chacun voit midi à sa porte. Chacun peut laisser librement exprimer son imagination. C'est le résultat qui compte, peu importe le chemin. Moi, pour ma part, j'ai récupéré les fils du faisceau. D'ailleurs, on peut voir une partie du raccordement ici. Qu'est-ce que j'ai branlé, moi? Ah oui, ok. Non, c'est que je les ai jumelés après par paire. Je me disais pourquoi je vois du Chatterton, là. Donc, récupération du faisceau, également la plaque. Vous vous souvenez qu'on n'avait pas la possibilité de remettre ces vis-là pour la fixation du support du faisceau. Donc ça, c'est OK. Donc, faisceau raccordé, bien sûr, avec les injecteurs qui vont avec les bons numéros. Très rapide là-dessus. Un peu plus compliqué, c'était au niveau d'adapter nos capteurs comme le capteur de rampe, ici, qui est normalement pour rappel là. Capteur de rampe, capteur de pression de suralimentation, qui d'ailleurs arrive ici maintenant du coup, ce qui va nous permettre de passer les 1 bar 4. Dans les choses que j'ai pu faire également, un gros nettoyage du collecteur d'admission. J'ai retrouvé des choses étranges dedans. Ceci est une infime partie de ce que j'ai pu retrouver dans le collecteur. Donc je vous laisse imaginer les éléments que j'ai pu retirer de là-dedans, en sachant que je pouvais en avoir une pleine poignée de main. Donc là, je vous ai récupéré ça, histoire de vous faire une ordre d'idée. Mais voilà ce qu'on peut retrouver dans un collecteur qui a 200, je sais plus, 230, 240 000 km. Donc un bon nettoyage, ça lui a pas fait de mal. Bien sûr, comme je l'ai dit, mise en place du tuyau de GR. À défaut,
d'avoir notre soupape en plein milieu, créant des turbulences pour l'admission d'air. C'est un peu mieux. Toc, toc. De toute façon, ça, pour la lever, pour le levage du moteur, je vais pas avoir le choix de le virer. Notre collecteur tout propre, avec sélection des meilleurs joints que j'avais à dispo. Notre rampe, par rapport à notre culasse, le problème qu'il y avait, c'est que déjà, le capteur qui change de place, bon ça c'est une chose, mais son emplacement et les trous de fixation. Donc là, d'un point de vue sécurité minimale, je lui ai repété 2 fixations aux extrémités. Bon, normalement, ça doit être fixé en 3 points. Fuck. Le truc, c'est que je pouvais lui mettre aucune fixation. Vous voyez que par rapport au trou normalement dédié, il n'y a rien, où ça avait une gueule dégueulasse. Là, même là, j'ai dû magouiller quelque chose. Une demi-coquille, histoire de. Là, j'ai fait ça plutôt propre de ce côté-là. Afin que tout simplement que la rampe ne tienne pas tout simplement qu'avec les tuyaux rigides qui vont aux injecteurs. Parce que oui, ça tenait. Après, on la prenait, on sentait qu'elle travaillait quand même. Là, c'est le moteur qui travaille, là, si je veux lui tirer sur le coin de la gueule. Donc le but, c'est que ceci, avec les vibrations moteurs, viennent pas à faire une rupture de gaine quelque part, ou d'autres conneries du genre. Donc par sécurité, je vais préférer lui péter 2 vis. Bon, j'y étais mollo, bon c'est relativement épais, hein. Mais bon, pour éviter toute contrainte thermique, il y a quand même de la pression à balle là-dedans. Faut éviter de faire le con. D'ailleurs, j'ai bien fait de virer le collecteur d'admission parce que j'avais ça à serrer pour savoir exactement où j'allais le foutre. Supprimer également. Là où il y avait la vis de retour de la rampe, virer, parce qu'on va récupérer tout simplement le système de retour du E39. On a notre arrivée qui va à notre filtre à gasoil et notre retour qui se fait derrière pour arriver ici. Où vous savez, ça se dispatche entre ce qui est à bonne température pour retourner au réservoir et l'autre au refroidisseur. Ça, je vous l'avais montré, je crois. EGR, support moteur dégagé. Petit travail de soudure et de raccordement. D'ailleurs, même à ce sujet, ayant comme référence de la doc pour E90, je me suis dit, tiens, vu que c'est M57 TU, ça va être pareil. Non, non, non. Le truc, c'est que j'ai dû prendre chaque pin et vérifier que ça soit bel et bien la masse, le signal ou la lime. Donc tout ceci, il y a eu un petit travail gentil. Non, ça t'en fait pas, ça venait du break, ça. D'ailleurs, à ce sujet, pour optimisation audio plus tard, il y a déjà des petits éléments qui sont arrivés. Mais tout ça pour dire qu'en gros, il y a eu un petit travail de recherche pour que, tout simplement, nos capteurs branchés soient branchés correctement, à pas mélanger les fils, que chaque fil fasse son taf. Donc voilà un peu le travail qui a été fait. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais normalement les rendre démontables. Et mettre ceci pour tout simplement, en cas d'erreur de ma part au niveau des branchements, j'ai juste à débrancher, changer les pins, rebrancher, et c'est parti. Vu que c'est du matos de merde, eh ben écoutez, on va se soucier tout simplement de recouper si jamais il y a un souci. On verra bien. Voici pour les petits ajustages qui prennent un temps fou. Donc là, normalement, concernant le bloc lui-même, on est pas mal. Il reste un point avant de passer à la boîte. Ça sera la prochaine vidéo. Hein. Barre anti-roulis. Comme vous le savez, nos E39, d'ailleurs même les E46, hein, ont différents steps de châssis sport. En sachant que notre cobaye a un châssis basique. Le projet un châssis sport PACM, l'option 704. Et la noire, celle que j'ai désossée, un châssis sport
PACEM 2 705, code option. Vous allez me dire, ouais, c'est un châssis sport. Ouais, il y a des petites subtilités quand même. Les suspensions, le tarage doit être légèrement différent, pas les mêmes refs. Les ressorts, c'est un compliqué sur Real OEM au niveau des ressorts, donc les ressorts, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Mais un point par contre qui est tout à fait pertinent, les barres anti-roulis. Le truc c'est que plus la section de la barre, le diamètre, hein, est gros, plus on va avoir une barre rigide. L'anti-roulis, comme son nom l'indique, c'est d'éviter ce phénomène bateau. Vous savez que vraiment que la voiture vire à plat, à défaut de se mettre en contrainte dans les virages. Le truc, c'est que là, on va avoir une section bien plus épaisse que de l'origine, et encore un peu plus que celle du projet. Donc normalement, on devrait avoir un train avant, et même arrière d'ailleurs, parce que ça va de pair, hein, le code option, bien plus rigide à ce niveau, au niveau du roulis. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, j'avais récupéré cette barre. Bon, je sais pas si elle a tordu. Enfin, une barre de 25 mm comme ça, vu les cintres qu'il y a, d'après ce que j'ai pu voir, je pense pas qu'elle a bougé. C'est d'ailleurs les biellettes qui font la jonction entre le moyeu et la barre anti-roulis, ou barre stab, qui a fait fusible. Donc là, on va tout simplement procéder au remplacement de la barre anti-roulis, tant qu'on a le tout devant nous. Parce que malheureusement, sur la bagnole, il faudrait descendre légèrement le berceau pour pouvoir la virer tranquillement. Sinon, c'est une merde, hein, vous n'allez jamais la virer comme ça. Donc là, on en profite d'avoir le train avant complet. On va lui sauter ça. J'en profite pendant que j'étais en train de tout préparer là. Bon, on va retrouver la barre anti-roulis de la noire qu'il y avait dehors, en option 705. Mettre un coup de dégrippe-poil sur tous les éléments concernés. Et il y avait peut-être des petites choses que j'avais oubliées. Déjà boucher ici, à défaut de changer cette durite-là, qui vaut dans les 80 balles en Euro 4 chez BMW pour que d'office, cette partie-là soit bouchée, avec le bon cheminement au niveau de notre support de filtre à huile. Ça, c'est dans le cas où ça finirait sur le projet au propre. Dans ce coin-là également, vous vous souvenez de cette vis-là qui tombait pas en face? Du coup, je lui ai limé la gueule afin que je lui pète une vis avec une bonne rondelle qui le maintienne bien. Parce que cette partie-là, au même titre que la rampe, sujet à vibration. Et maintenant, ça bouge plus d'un poil. C'est pas juste avec le maintien au niveau de la culasse ici que toute cette grande longueur-là serait bridée. Donc à défaut qu'on ait quelque chose qui tombe en face, après le mieux, ça aurait été de ressouder quelque chose de propre ici, percer, tarauder, et puis comme ça, on était impeccable. Bon, ça se fera dans le futur si jamais cette mise en place est à faire au propre. Mais voilà pour les quelques petits détails. Autre petit détail à la con, pendant que j'étais en train de faire mon petit nettoyage, je suis tombé là-dessus. Un petit joint torique vert. Donc, petit bug cérébral en 2 secondes 9. Je me suis demandé d'où ça venait. Dans les choses que j'ai pu faire, je m'intéresse fortement à la partie DA ici, dedans là. Donc, je ferai ça en off, mais je vais tout de même redémonter ça avant de sortir le moteur complet, histoire d'être sûr que j'ai rien oublié. Bon, le sujet qui nous intéresse maintenant. Comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs types de châssis. Châssis standard, celui-ci. Châssis Sport M, le projet qui est dehors. Et châssis Sport M2, celui-ci. Donc on va avoir la section de barre anti-roulis qui va grossir en circonstance, ainsi que les amortos qui vont changer, et ceci avant et arrière. Histoire qu'on parle la même langue, là, normalement, on est à 23 mm. C'est ça. Et ici, on est censé être à 25.
grosso modo. À savoir que le projet est en 24, donc entre deux. Et à titre informatif, un M5 est en 27 mm. Le but étant que les gommards soient tout le temps en contact de la route. Donc s'il y en a un qui commence à décoller, comme vous avez pu voir à Clastres, où je la mettais en butée d'amortisseur à chaque virage, avec limite un décollage, bon, un décollage façon de parler, mais au moins un délestage d'un côté à chaque virage, on va dire qu'on peut largement y gagner à ce niveau. Pour un souci de cadrage, la manip va être de dévisser ici, notre biellette, qui fait notre jonction avec notre moyeu. Les supports de bar stab avec deux vis. Le collier venant tout simplement prendre le support de bar stab ici et de l'autre côté. Donc ça, x2. La petite BTR qui va bien en dedans pour éviter de faire tourner tout l'ensemble de la rotule et de la flinguer. Au moins flinguer le soufflet. C'est du combien ça? Oh, je dirais bien du 16, non? Ouais, 17 même. Ah, bah putain, salopard. Voilà, impec. Comme ça, on évite de bousiller notre rotule. La même de l'autre côté, c'est que la biellette de ce côté-là a dû être remplacée par une autre marque. Et elle se prend pas au centre de la vis avec une empreinte quelconque. Mais il faut la prendre à l'extérieur au niveau de la rotule avec une autre clé de 16 et défaire l'écrou qui est en 16 du coup. À défaut d'être à 17 comme l'autre côté. C'est pas grave, ça se fait aussi. Deux. L'autre collier qui va bien. De 1. La même de l'autre côté. Voilà. Là. Reste là, reste là. Bien sûr, les supports vont avec la barre en question, au bon diamètre. Commencez pas à mettre ces supports-là avec une autre barre. Ça va pas le faire. Voilà. Et une barre de 23 mm. Parlant d'Anzef depuis tout à l'heure, sachant que mon micro était resté sur ma veste, super. Donc du coup, on a remis en place les colliers. Et là, on s'occupe de rapprocher les biellettes. Tac. Maintenant que les colliers c'est bon, on va souquer un bon coup les biellettes, puis ça ira bien. Biellettes raccordées à notre nouvelle barre anti-roulis, avec nos supports neufs d'occasion. Voilà. Bon, la biellette par là. Ouch. La biellette par là est carrément fatiguée, le soufflet est éclaté là sur le côté. Donc bon, ça vaudra le coup de la changer avant le contrôle technique. Au vu de la manip suivante, passage en boîte 6 vitesses, le fait est de l'avoir levé comme ça, au niveau de la boîte, c'est pas trop mal. Du coup, vous savez ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Pour l'heure, moi, un petit peu de rangement, préparation de tout ça, et puis je vous dis à très bientôt. Bye!